je ne vous apprendrai rien en vous disant que le prix, c'est souvent un critère d'achat important. Alors, il faut penser que certains consommateurs prennent en compte, outre le prix, tout un ensemble d'éléments qu'on peut anticiper quand on achète un projet, qui est les coûts de fonctionnement, les coûts d'entretien, de maintenance, pour une automobile, la valeur à la revente d'occasion, éventuellement des aspects fiscaux. Alors, certains consommateurs vont les prendre en compte et d'autres vont être un peu myopes et ne voir que le prix immédiat du produit. Alors, évidemment, plus un produit-service a un poids important par rapport au revenu du consommateur, plus le consommateur sera sensible au prix, ça paraît évident. Alors oui, la connaissance, en fait, les consommateurs ont une connaissance assez variable du prix. Il y a des proportions assez significatives de consommateurs qui ont en fait pas tellement de références de prix, ou alors ils ont des références, mais elles sont fausses. Alors, ils choisissent beaucoup, en grande consommation, ils choisissent beaucoup les enseignes de distribution par rapport à l'image, qualité-prix qu'ils en ont. Donc il y a des choix de magasins, d'enseignes de consommation. Sur les produits eux-mêmes, souvent les images de prix sont assez fausses. Et vous voyez, 29% des consommateurs ont un produit qu'ils viennent d'acheter, un produit de grande consommation, 29% ne se rappellent plus du tout combien ils l'ont payé, quoi. Donc, c'est assez... pour ça, les consommateurs peuvent se faire avoir un peu parce qu'ils ne mémorisent pas forcément très bien. Alors, la façon dont ils perçoivent le prix, c'est assez compliqué. Ils ont un prix de référence souvent, mais qui peut être faux, qui est formé de façon différente suivant les individus. Et puis, ils vont juger, ils vont confronter ce prix à l'utilité de ce produit relativement aux alternatives qu'ils ont, aux autres produits concurrents ou aux alternatives. Alors, il y a des biais d'évaluation, il y en a plusieurs, des biais cognitifs. Et en particulier, le dernier prix observé va généralement influencer le consommateur, soit à la hausse, soit à la baisse par rapport à son prix de référence. Alors, le prix de référence que le consommateur a en tête, si le consommateur est habitué à acheter une marque, ça va plutôt être le prix du produit de cette marque qui va lui servir de produit de référence. Et le contexte d'achat va jouer. Par exemple, on a fait une expérience, on a mis des gens sur une plage, et puis un ami part acheter des bières. Et dans un cas, donc pour un groupe, on leur dit qu'il va acheter les bières à la petite épicerie du coin, et puis dans un autre groupe, on dit bon, il va acheter des bières au grand hôtel de luxe là, qui est derrière la plage. Et le second groupe, et à chaque groupe, on leur demande combien ils sont prêts à payer la bière. Et le second groupe, où on leur dit qu'on a été acheter la bière, la même bière à l'hôtel de luxe, est prêt à payer 2 fois plus. Enfin, son consentement à payer là, a été doublé par le simple évocation du fait qu'on allait l'acheter dans un hôtel de luxe. Donc là, c'est pour ça que le contexte d'achat peut modifier le prix de référence que les gens ont en tête. Et d'où l'importance de ce qu'on met dans la tête des gens sur votre produit, de la publicité, de l'univers que vous allez mettre autour de votre produit. S'il considère votre produit de grande consommation comme un produit de luxe, ben, il acceptera de le payer plus cher que s'il le considère comme un produit banal. Alors, il y a aussi les consommateurs ont aussi une estimation du prix qui est juste. C'est le prix qui est juste. Et alors on voit que pour certains, c'est un prix juste par rapport à eux. C'est un bon rapport qualité-prix qui est juste. Donc, ce prix, il est juste parce que par rapport à la qualité du produit, c'est un bon prix. Et puis, il y a des gens qui ont des considérations éthiques. C'est effectivement le prix juste, c'est le prix qui va rémunérer de façon correcte les salariés et puis qui va permettre la protection de l'environnement. Alors, en fait, l'évolution, là, parce que vous voyez, ça, c'est des années différentes. Donc, ça, c'est une année plus proche et ça, c'est une année plus ancienne. Ça, c'est plus proche. En fait, avec la crise, les critères éthiques dans la prise de décision d'achat se réduisent, quoi. Ce qui est assez logique. Alors, dans certains cas, un prix élevé peut amener le consommateur à penser qu'il s'agit d'un produit d'une qualité élevée. Alors, c'est le cas de pas mal de produits de luxe. Quand on achète un produit de luxe, souvent on l'achète souvent, une partie de l'achat des produits de luxe, c'est pour pouvoir montrer qu'on est dans une catégorie aisée quand même. C'est quand même un des aspects de l'achat de produits de luxe. Donc,
les marques de luxe, il faut qu'elles soient chères. Il faut qu'elles soient chères. Une marque de luxe qui se vend pas cher, en fait, elle se fusille. Elle se fusille elle-même. Donc, si vous gérez une marque de luxe, vous êtes obligé de la maintenir toujours chère. Ça peut être donc le prix peut être considéré comme un indicateur de qualité, en fait, quand le consommateur n'a pas d'informations. Donc, quand il est dans un magasin, mais donc il ne connaît pas le produit, qu'il n'a pas d'informations particulières sur ce produit, il ne peut pas l'essayer dans un magasin, là, il va se dire que les biscuits les plus chers, c'est peut-être les meilleurs, que les crèmes les plus chères, c'est probablement les meilleurs. Ce qui, en général, est faux, est très faux, mais ça peut être pour les gens un indicateur de qualité, parce qu'ils n'ont pas d'autres informations. Donc là, ils vont se baser sur le prix. Alors ça, c'est pour des achats qui ne sont pas impliquants. Et en fait, quand les achats sont impliquants, en général, quand même, le consommateur s'informe. C'est vrai que maintenant, avec Internet, les consommateurs ont accès à énormément d'informations. Ils l'utilisent. Il y a les comparateurs de prix, dont ils se méfient un peu à raison. Mais il y a quand même énormément d'informations qui permettent aux consommateurs de comparer les prix des services et des biens. Mais quand ils sont vraiment sur des produits qu'on peut dire un peu techniques, comme les vins, les vins de qualité, les grands vins, des produits, des instruments de musique, des articles de sport, des skis, des raquettes. Si on n'y connaît rien, on va avoir tendance à penser que la raquette la plus chère, ça doit être la meilleure, quoi. Que la guitare la plus chère, elle doit être meilleure, et que le vin qui est le plus cher, c'est probablement que c'est un grand vin, quoi. Donc voilà, c'est dans ces cas-là qu'on peut un peu gruger le consommateur, qu'on peut jouer en lui donnant l'impression que... Alors, aussi, on gruge le consommateur avec la technique des prix rompus, par exemple. On dit qu'il y a à peu près 60% des prix aux États-Unis et en France qui se terminent par un 5 ou un 9, et ça joue dans la perception du produit. 99 €, c'est quand même pas 100 €, quoi. Surtout si on va vite, quoi. L'esprit, quand on fait les courses, c'est très routinier, donc ce genre de choses joue, parce que quand on fait les courses, le consommateur est dans les routines, donc il ne passe pas son temps à regarder de façon approfondie chaque étiquette, parce que sinon les courses dureraient vraiment trop longtemps, et chaque packaging. Du coup, ce genre de choses peut avoir un effet. Les prix barrés aussi, alors en France, c'est c'est très réglementé, on n'a pas le droit de barrer un prix qui serait n'importe lequel. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins réglementé. Mais en France, je ne sais pas si ça n'a pas changé, mais en tout cas, c'était celui des 3 semaines qui précédaient la promotion. Donc, vous êtes obligé de barrer un prix qui soit le prix moyen des 3 semaines précédant la promotion. Alors, ça a peut-être un peu changé. Je ne sais pas si la réglementation des soldes n'a pas changé. Mais en tout cas, c'est réglementé. En France, on ne peut pas vous barrer un prix qui n'a rien à voir avec la réalité passée. Tandis que dans d'autres pays, si. Il faut pacifier. Alors, le seuil de baisse, les consommateurs, s'ils vont faire un rabais, ne vont être sensibles à un rabais que s'il représente à peu près 10% de la valeur du produit. À moins de 10%, on va considérer qu'on ne vous a pas vraiment fait un rabais. Donc, si vous voulez donner l'impression aux consommateurs que vous baissez les prix, il faut que ce soit de plus de 10%. Donc, vous allez créer une start-up demain, ou créer une innovation aussi, créer un produit ou un service nouveau. Comment vous allez vous y prendre? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte comme critère pour fixer le prix? Oui. La concurrence, effectivement. Oui, c'est pas pareil, vous avez raison, mais c'est à prendre en compte aussi. C'est-à-dire prendre en compte le consommateur, lui, quel est son consentement à payer? Quel est le prix maximum? C'est ça la définition du consentement à payer. Quel est le prix maximum qu'il est prêt à payer pour ce produit? Ça, c'est une chose à prendre en compte aussi, effectivement. Les coûts aussi. Ah, exactement. Ça y est, vous avez tout dit là. Les coûts et les objectifs de rentabilité de l'entreprise. Suivant les secteurs, suivant les entreprises, les objectifs de marge ne vont pas être les mêmes. Donc, vous devez prendre en compte le consommateur, ses perceptions, ce que font les concurrents dans la même catégorie de produits, les coûts de l'entreprise, ses objectifs de rentabilité. Alors, il faudra aussi que le prix du produit soit cohérent avec les autres éléments du marketing mixte, c'est-à-dire le produit lui-même, comment on le communique,
argumentaire, son réseau de distribution. Tout ça, ça doit être cohérent ensemble. Et si vous mettez un produit très cher dans un réseau de distribution très banal, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça va faire percevoir le produit comme moins luxueux ou moins performant. Alors, une enquête a montré que les startups en France avaient tendance à fixer les prix des produits à partir des coûts. C'est-à-dire qu'à partir de regardent leurs coûts et puis ils rajoutent une marge. En quoi ce n'est pas forcément une procédure, une méthode complètement adaptée? Oui. Soit c'est trop bas, on dévalorise le produit, on fait une mauvaise image. Ou alors si c'est trop haut, on ne va pas être les attendus. C'est trop cher par rapport. Voilà. Soit c'est trop cher par rapport au client, mais aussi, si en fait on met le prix trop bas, ben on perd du cash flow. On perd du cash flow. Et pour une start-up, eh ben, le cash flow, c'est extrêmement important parce que c'est quand même ce qui va vous permettre d'investir et de croître. Vous êtes une start-up, vous êtes petit, il faut viser la croissance. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas fixer des prix trop bas. Donc vous regardez vos coûts, évidemment, il faut que ce soit supérieur à vos coûts. Et parfois, si vous voyez que vous vous adressez à une entreprise, que vous lui résolvez un problème très stratégique, qu'il n'y a pas trop de concurrence, il n'y a pas d'autres entreprises qui sont capables de lui donner des solutions, eh bien, vous fixez le maximum. Vous fixez le maximum, surtout si c'est un grand groupe qui est très riche, très rentable. Vous avez tout à fait intérêt. Et c'est important que vous le fassiez pour que votre entreprise, elle puisse croître. De même par rapport au consommateur, si vous voyez qu'il est prêt à payer ce produit très cher, il vaut mieux engranger du cash flow. Vous pourrez toujours baisser plus tard. C'est toujours possible de baisser le prix après si on s'aperçoit que finalement les ventes n'augmentent pas assez, qu'il y a des concurrents qui apparaissent. On va être obligé de baisser le prix. Mais il vaut mieux partir de haut que de partir de trop bas. On dit que alors je n'ai pas fait d'études si c'était vrai, mais que les groupes allemands, par exemple, ont une relation à leur environnement de PME, sous-traitantes ou fournisseurs, qui est beaucoup plus respectueuse de la survie de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants que les groupes français. Bon, je n'ai pas étudié la question, mais ça peut expliquer aussi, ça peut favoriser le fait qu'il y a beaucoup de PME en Allemagne qui se développent, qui va depuis très longtemps. Ils ont un modèle, en tout cas, où les groupes s'appuient sur les TPME, et c'est des relations beaucoup plus partenariales quand il semble, d'après les études que j'ai pu lire, qu'en France, où les services achats souvent sont très durs sur les prix avec les PME, en se disant, si celle-là n'est pas rentable et qu'elle fait faillite, j'en trouverai bien une autre, quoi. Donc ça ne favorise pas, disons, la croissance d'un écosystème de PME qui soit, qui soit en bonne santé, quoi. Alors, il y a des méthodes pour étudier le consentement à payer des consommateurs. Alors, d'abord, l'estimation du prix psychologique. Alors là, on considère que c'est des méthodes qui vont permettre d'évaluer le prix de référence du consommateur. Le prix de référence interne, le prix de référence que le consommateur a en tête. Donc là, c'est des méthodes très simples. Et puis, on verra une méthode, la seconde, l'analyse conjointe, qui est plus élaborée. Pour l'utiliser, il y a des conditions pour pouvoir l'utiliser, mais elle va plus loin, quoi. Alors, la première méthode, donc, c'est pour évaluer le prix de référence, le prix psychologique. C'est sur des échantillons de 100 à 500 personnes. Donc, effectivement, on va évidemment présenter un descriptif du produit, une maquette ou le produit lui-même, si on l'a. Et puis, on pose deux questions en demandant si le produit est vendu en proposant un prix, en demandant en fait à quel prix ce serait pas possible, quoi. À quel prix ce serait vraiment excessif, et en dessous de quel prix, en fait, pour le consommateur, ça voudrait dire que le produit est de mauvaise qualité, parce qu'il y a aussi ça, un
produit trop peu cher, souvent le consommateur s'interroge sur sa qualité, et a raison d'ailleurs, parce que c'est vrai que si un produit est trop peu cher, généralement c'est qu'on l'a fait avec des matières premières qui ne sont pas de très bonne qualité. Donc voilà, donc ça c'est une manière de savoir, disons, l'échelle dans laquelle on peut, ça vous donne une échelle à l'intérieur de laquelle vous pouvez positionner votre prix. Une échelle qui est considérée comme acceptable par le consommateur. Alors, une autre approche, c'est celle que je vous fais suivre dans les entretiens qualitatifs, c'est-à-dire là, on propose des niveaux de prix au consommateur, et puis on lui demande s'il achèterait, ou s'il considère que c'est trop cher, ou que c'est trop bon marché. Donc là aussi, ces deux types d'enquêtes, ça permet d'orienter, parfois de repositionner. Parfois, on a besoin de repositionner en prix, en produit, parce que le marché a changé, les produits concurrents aussi. Donc parfois, il faut faire ce type d'enquête pour repositionner un produit du point de vue de son prix. Mais ça peut aussi servir à fixer le prix d'un produit nouveau. Alors, il faut savoir que ce type d'enquête surestime les ventes. Parce qu'en fait, l'enquêté, là, il n'est pas du tout dans la situation réelle, dans la mesure où ce qui manque, c'est les produits concurrents. Donc là, l'enquêté dans une situation où on lui demande, il ne voit que le produit, et on lui demande s'il l'achèterait ou ne l'achèterait pas à tel prix, alors que dans la réalité, le consommateur, d'une part, sur les linéaires, il y a les produits concurrents, il les voit, et donc il ne va pas avoir le même rapport au prix. Donc il faut considérer que ça surestime plutôt les réponses positives, et ça va vous fixer un prix qui sera un petit peu élevé par rapport au prix réel. Mais bon, ça vous donne déjà une indication quand même. C'est une indication du prix. Alors, une méthode qui est plus complète, plus rigoureuse, c'est la méthode des mesures conjointes, de l'analyse conjointe. Alors, pour utiliser cette méthode, il faut que le produit puisse être défini comme une somme de caractéristiques, une somme de critères. Donc, pour un produit alimentaire, je pense que c'est difficile, parce qu'il faut aussi que ces critères soient indépendants les uns des autres. Donc, il faut pouvoir définir le produit comme une somme de critères qui soient indépendants les uns des autres. Alors, pour un produit agroalimentaire, c'est compliqué parce que, bon, à part l'emballage et le produit, là, on peut différencier les deux, mais en alimentaire, la texture, par exemple, va faire que vous ressentirez plus ou moins l'intensité des arômes, que la représentation, que la pub, les représentations que vous avez vont influencer sur les qualités organoleptiques que vous allez attribuer au produit. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses qui dépendent les unes des autres. Et par exemple, vous pouvez aimer l'arôme chocolat dans une crème et pas du tout l'aimer dans un biscuit croquant. Donc vous voyez, le même arôme, vous allez l'aimer ou pas l'aimer suivant la texture dans laquelle il est, la matrice dans laquelle il est. Donc pour un produit alimentaire, les différents critères sont quand même il y a beaucoup d'interdépendance entre les différents critères. Bon, là on va prendre des cas automobiles, vous verrez qu'il y a... Donc, au départ de cette méthode, il faut d'abord identifier quels critères sont importants pour le client. C'est très important, cette étude préalable est très très importante, parce que si on oublie un critère, et bien après la méthode derrière, un critère qui est important pour le consommateur, la méthode derrière ne va pas fonctionner. Donc, il faut bien avoir identifié les attributs qui sont très importants pour le consommateur. Il faudra faire l'étude auprès de gens qui sont intéressés par le produit concerné, qui ont manifesté parce qu'ils cherchent de l'information sur le produit, ou qui ont manifesté un intérêt pour ce type de méthode. Alors l'intérêt de la méthode, c'est que dans cette méthode, on ne se focalise pas sur le prix. Le prix est un attribut parmi les autres. C'est un critère parmi les autres. Tandis que dans les premières méthodes, vous voyez, on focalise le consommateur sur le prix. Tandis que là, on va avoir tous les critères, dont la marque, dont le prix. Mais ce sera un critère parmi d'autres. Donc, on va demander au consommateur de classer des produits. Donc, ça va être des choix successifs de produits 2 à 2 qu'on va faire. Donc, par exemple, là, donc c'est un modèle d'enquête qui aurait été fait dans l'industrie automobile. Donc, on a fait une enquête qui nous indique que pour choisir une automobile, les consommateurs prennent en compte la marque, la puissance, la consommation d'essence, le respect des normes environnementales et le prix. Donc là, on aurait un nouveau modèle, c'est un peu pédagogique comme exemple, mais on aurait un nouveau modèle d'automobile on souhaite concevoir un nouveau modèle d'automobile, qui sera sous la marque Sissin, et puis on va avoir BMW à côté, et puis on va avoir Toyota à côté,
Donc on a les marques, et puis donc des attributs de marque, différents niveaux de puissance, différents niveaux de consommation d'essence par litre au 100, le respect des normes de l'environnement et le prix. Donc on va construire, donc on présente à l'enquêté entre 10 et 20 écrans de choix. À chaque fois, il va choisir entre deux produits reconstitués, qui sont en fait des paniers. Les produits, en fait, c'est des paniers de modalités d'attributs. Et c'est assez puissant à faire parce que 10 à 20 écrans de choix, l'enquêteur, il se promène avec son ordinateur portable et il montre les écrans de choix ou avec sa tablette. Il montre facilement 10 à 20 écrans de choix, ça va assez vite, hein, ça peut aller assez vite. Donc on peut faire pas mal d'enquêtés comme ça. Et vous voyez que si vous en faites 100 sans enquêter, vous avez tout de suite 10 écrans de choix sans enquêter, vous avez tout de suite 1000 choix. Donc en fait, ça va assez vite, parce qu'après, on va construire des régressions derrière. Donc voilà un exemple d'écran de choix. Donc on lui propose ça. Donc une 16 qui aurait le respect minimal de l'environnement, 16 litres au 100, 150 chevaux, 3 000 € face à Toyota, Qu'est-ce que vous préférez? Ah, ben je préfère celui-là. Donc parfois, c'est des notes, parfois, c'est juste binaire, je préfère ou je... Et on va en avoir comme ça. Donc on fait un autre écran de choix. Donc là, la 16, elle est très au-dessus des normes. Elle fait 30 000 €. Et la BMW, elle est au-dessus des normes et elle a 35 000 €. Donc voilà, alors là, qu'est-ce que vous préférez? Et donc on fait comme ça des écrans de choix successifs. Et dans certains logiciels, en fait, l'ordinateur peut lui-même élaborer intégrer les choix qu'a fait, les choix précédents de l'enquêté, et du coup, commencer à voir, il y a certaines choses qui commencent à se fixer, donc il va présenter un écran de choix qui correspond à ce qu'on a besoin sur lesquels on n'a pas encore d'informations, donc faire varier des modalités sur lesquelles on n'a pas encore, faire varier les modalités sur des critères pour lesquels on n'a pas encore d'informations. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que ça peut prendre une demi-heure à 1 heure par enquêté. Parce que le problème des enquêtes comme ça, c'est que si vous lassez l'enquêté, s'il en a marre, il va commencer à répondre n'importe quoi. S'il répond n'importe quoi, l'enquête est fichue. Donc il ne faut pas trop le lasser. C'est pour ça que vous avez aussi maintenant, sur Internet, c'est assez... On peut faire des enquêtes sur Internet qui coûtent beaucoup moins cher que quand vous êtes obligé de payer des gens qui vont faire du porte-à-porte ou qui vont enquêter dans un local même. Donc sur Internet, c'est assez facile, mais quand on conçoit une enquête sur Internet, eh bien, il faut concevoir que ça ne soit pas trop long, le questionnaire. Il faut concevoir que ce soit assez agréable à faire, un peu amusant, enfin, des choses qui font que l'enquêté sur Internet n'abandonne pas au milieu, et qu'il aille jusqu'au bout, et qu'il ne soit pas trop lassé, donc qu'il donne des réponses pertinentes, quoi. Et sur Internet, c'est sûr qu'il y en a de plus en plus, et on peut recevoir des mails qui vous invitent à aller sur tel ou tel site. Il y a des sites spécialisés où ils proposent de répondre à un questionnaire d'enquête. Et en général, quand vous avez répondu à plusieurs questionnaires d'enquête, vous avez un petit cadeau, ou vous avez un voyage, ou un truc comme ça. Donc il y a une manière de fidéliser les consommateurs. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a des questions filtres au début, parce qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un, un cadre le cadre de la boîte concurrente, ou quelqu'un qui travaille justement dans ce secteur-là, donc qui ne sera pas du tout représentatif. Un type qui travaille dans les logiciels pour tester un logiciel, ça va pas être il ne va pas avoir les perceptions du kidam moyen sur les logiciels. Donc il y a des questions filtres pour s'assurer, c'est ça le problème aussi. Alors ce genre d'enquêtes sont organisées par des sociétés spécialisées, c'est des sociétés d'études de marché qui font ça. Et justement, en général, elles sélectionnent les gens qui vont répondre à l'enquête en fonction du type d'enquête pour qu'ils ne soient pas spécialisés dans ce secteur-là, qu'ils ne travaillent pas chez le concurrent, etc. Qu'ils n'aient pas fait 6 fois les enquêtes sur ce genre de produit, parce qu'il y a aussi des gens qui deviennent accros et qui sont tout le temps, surtout que c'est quand même, il y a des petites gratifications. Donc ça, c'est le travail des sociétés d'études marketing. Voilà. Donc, à chaque choix, l'enquêté fait un compromis, en fait. Il fait un compromis entre ces différents critères. Et donc, à chaque choix, l'enquêté révèle une partie de ses préférences. Et donc, on va avoir une variable expliquée qui est le classement de tous les produits proposés. Donc, en fait, c'est pour chaque consommateur, on va faire une régression
une régression donc, qui va être une régression les mathématiciens n'appellent pas ça une régression, je crois, parce que c'est des variables binaires. Quoi. Donc il va y avoir, que ce soit la marque 16, il y aura un coefficient qui sera élevé si le consommateur aime beaucoup cette marque, qui sera faible s'il l'aime pas, enfin s'il est indifférent. Pareil si c'est la marque BMW. Donc là c'est des variables binaires. C'est où ce n'est pas la marque W, c'est où ce n'est pas la marque Toyota. Donc on va faire une régression comme ça qui va permettre sur chaque consommateur, et après on fera des moyennes de l'ensemble des consommateurs, ce qui vous permettra d'avoir ce genre de résultat. C'est-à-dire qu'en étudiant ces coefficients, on pourra savoir que en moyenne, dans le choix des consommateurs, là c'est fictif, hein, la marque pèse 30%, la puissance pèse 28%, le prix 20%, la consommation 12% et le respect de l'environnement 10%. Alors on peut voir des choses qui sont assez intéressantes du point de vue de la psychologie du consommateur. Donc ici en fait c'est la valeur perçue, donc c'est l'utilité perçue telle que le consommateur l'a, hein, d'après ses choix, d'après son classement de préférence. Et vous voyez que donc là en fait la marque 16 a une valeur perçue qui est intermédiaire entre BMW et Toyota, hein, et qui vaut 65 points d'utilité de moins que BMW. Alors vous voyez que la puissance, par exemple, ce n'est pas du tout linéaire. Hein. La valeur d'utilité augmente beaucoup entre 150 et 200 chevaux. Par contre, entre 250, alors que l'écart est le même, hein, de 50 chevaux, entre 200 et 250, là, l'utilité augmente moins. C'est pareil pour le respect de l'environnement. Une faible croissance de l'environnement entre une norme minimale et puis un petit peu au-dessus des normes. Et puis, par contre, une forte croissance quand c'est vraiment très, 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 très respectueux de l'environnement. Pour le prix, alors le prix aussi, ce n'est pas linéaire. Alors la consommation d'essence, effectivement, ce n'est pas linéaire non plus. Hein. L'utilité augmente beaucoup plus de 50 € quand la consommation d'essence passe de 16 à 14 litres au 100. Par contre, elle n'augmente que de 10, c'est des unités d'utilité. Hein. Ce n'est pas 50 €, c'est 50 unités d'utilité. Et là, elle augmente que de 10 unités d'utilité quand on passe de 14 litres au 100 à 12 au 100, bien que l'écart soit le même. Et le prix, vous voyez que quand on passe de 35 000 à 30 000, on augmente de 35 unités d'utilité. Et par contre, si on baisse jusqu'à 25 000, là, ça augmente bien plus, de 65 unités d'utilité. Donc on voit que les préférences des consommateurs ne varient pas de façon linéaire. Et ça, c'est intéressant d'avoir. Il y a des effets de seuil qui vont être forts, et on va voir en prix qu'il y a des effets de seuil. Là, c'est parce qu'il n'y a que 3 voitures, mais si on leur avait proposé plusieurs voitures avec une gamme de prix plus large, peut-être qu'on aurait une minorité. C'est vrai, c'est juste. Si on avait proposé plus de modèles, mais ce qu'il y a, c'est que bon, ça donne quand même, hein, c'est très utilisé, donc c'est très efficace. Hein, mais on ne peut pas non plus proposer, on peut en proposer plus que 3, hein, mais on ne peut pas en proposer une infinité, parce que sinon l'enquête est beaucoup trop lourde à faire. Hein. Donc forcément, on est limité à la fois dans les attributs, et à la fois dans les modalités des attributs et dans le nombre de modèles qu'on compare. Alors si, mettons qu'on soit en train de définir un produit nouveau par un panier d'attributs comme ça. Donc vous voyez ici, on a évalué donc, la valeur totale en fonction des... Donc la marque 16, c'est une valeur de 85 unités d'utilité. 150 chevaux ne vaut rien. Par contre, 200 vaut 110 unités d'utilité, 250, 140. Donc ça, c'est les petits graphiques qu'on a vus avant. Et donc on voit qu'en sommant toutes ces utilités apportées par les différents critères, la valeur totale du nouveau modèle, donc celui-là c'est le modèle qu'on envisage de faire, ça c'est les modèles concurrents, l'utilité est de 230, tandis que les modèles concurrents, l'utilité 260, 290. Donc en fait le modèle qu'on envisage de faire là, est-ce qu'il a une chance de marcher sur le marché? Absolument pas, hein, puisque le prix est pris en compte. Hein. Le prix est pris en compte. Donc là c'est la japonaise qui gagne. Et là, on voit que en fait, notre nouveau produit, comme ça, il va pas se vendre. C'est les autres qui prennent le marché. Donc, mais par contre, on peut, avec ça, raisonner. C'est-à-dire qu'on peut voir comment je peux améliorer mon produit. Comment je peux améliorer mon produit? Ben déjà, si je le fais baisser de 5 000 €, si je le fais baisser de 5 000 €, j'apporte 65 unités de plus. Hein, donc, j'arrive à 295 €. 295 unités d'utilité, ce n'est pas des euros.
unité d'utilité. Et du coup, là, il suffit de faire baisser le prix à 25 000 € et je prends le marché. Ou alors, il suffit de lui mettre un moteur à 140 chevaux, ou même à 110, ça suffit. À 250 chevaux, pardon. À 250 chevaux. Et là, j'arrive à 370 valeurs d'utilité, à 340 valeurs d'utilité. Le prix va augmenter en conséquence. Oui, il faut qu'il soit indépendant. Un critère, il faut que les critères soient indépendants. Ah, c'est l'hypothèse pour la validité de la méthode. Oui, vous aviez une question. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va travailler sur un facteur, ça va influencer sur les autres ici, là, du coup, ça... On peut se mettre dans des conditions telles dans des conditions d'échelle de prix telles que ça ne joue pas. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on peut utiliser. Je vous montrerai tout à l'heure un cas où on l'utilise pour... alors évidemment, en fait, on va surtout l'utiliser quand on s'interroge sur un critère ou deux critères, mais rarement pour s'interroger sur toute une batterie de critères. On va le voir tout à l'heure, on s'interroge juste sur le prix pour des huiles, et on verra que ça peut être utile. Donc on va commencer sur l'élasticité. Donc vous savez qu'on peut... Donc l'élasticité d'une variable, donc c'est là. De combien varie y en variation relative quand x varie de 1%, et que ça se calcule pour n'importe quoi. Ça peut être là. De combien varie la consommation quand le PIB varie de 1%, de combien varie l'investissement en données macroéconomiques quand le PIB varie de 1%, de combien varie l'offre industrielle sur tel produit quand l'indice des prix des produits, s'il vous plaît. L'indice des prix des produits sur cette catégorie de produits varie de 1%. Donc on peut calculer une élasticité par rapport à des tas de choses différentes. Donc là, on va s'intéresser à l'élasticité de la demande par rapport au prix. Donc, c'est la pente de la courbe, la dérivée en point de la courbe multipliée par le prix sur la quantité en ce point de la courbe. Donc en fait, l'élasticité, elle est définie en chaque point d'une courbe. Ceci dit, on définit aussi des élasticités moyennes en tendance. Là, on verra des élasticités de demande par rapport au prix, mais dans ce cas-là, c'est des moyennes de tendance sur plusieurs mois ou même plusieurs années. On va voir des choses sur plusieurs années. Donc là, ça, c'est une demande qui ne varie pas, quel que soit le prix. Donc l'élasticité quoi? Elle est nulle. Donc c'est une demande élasticité nulle. Cette demande-là, au-dessus de 4 €, du prix de 4 €, il n'y a pas de demande. En dessous, c'est infini. La demande est infinie. Et à 4 €, la demande est n'importe où. C'est une élasticité infinie. Hein, ah bah oui, pour l'entreprise. Absolument. Absolument, c'est mieux. C'est des cas là un peu irréalistes, hein. C'est des cas limites, c'est des cas très rares. Hein. Le terme élastique est un peu bizarre parce que quand on dit élastique, souvent on pense que les gens sont plus élastiques dans le sens où ils veulent être flexibles. Voilà. Alors qu'au final, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Voilà, donc ça c'est une élasticité égale à l'infini. Alors, l'élasticité de la demande par rapport au prix, en général, elle est négative, hein, puisque quand le prix augmente, la demande diminue, sauf cas particulier d'un certain nombre de biens de luxe où effectivement, il y a des cas particuliers, ça a été étudié, où la demande augmente avec le prix, quand le prix est justement comme dans le cas de biens de luxe, ça fait partie d'un attribut, c'est un attribut important du produit, et c'est un indicateur de qualité très fort. Donc, à part ces cas qui sont très particuliers, la demande est négative. Et c'est pour ça que quand on parle d'élasticité supérieure à 1, en fait, en général, on parle de la valeur absolue de l'élasticité. C'est pour ça que c'est la valeur absolue. Donc là,
quand on a une demande élastique au prix, ça veut dire qu'en valeur absolue, l'élasticité est supérieure à 1. Et dans ce cas, une variation de prix, ici de 1 point, va entraîner une baisse de la quantité plus que proportionnelle à la variation de prix. Donc là, dans le cas où la demande est élastique, en valeur absolue, elle est supérieure à 1, une variation, une hausse du prix, par exemple, ou une baisse du prix d'ailleurs, mais une variation de prix va entraîner une variation de la quantité demandée plus que proportionnelle à la variation du prix, ce qui fait qu'en fait, dans ce cas-là, prix et recettes, quand la demande est élastique au prix, varient dans le même sens ou dans le sens opposé? Dans le sens opposé. Donc, quand la demande est élastique au prix, le prix et la recette varient en sens opposé. Donc, une entreprise qui ferait face à une demande très élastique au prix, elle a plutôt intérêt à maintenir ses prix à quel niveau? Prix et recettes varient dans le sens opposé. Opposé. Non, regardez, ici votre prix augmente. Hein, on passe de 4 € à 5 €. Et ici, la demande, elle passe de 50 à 20. Donc la demande baisse beaucoup plus que le prix n'augmente. Si c'était dans l'inverse, ce serait pareil. La demande augmenterait beaucoup plus que le prix ne baisse. Donc en fait, quand une demande est très élastique au prix, E en valeur absolue supérieure à 1, prix et recettes varient en sens inverse. Et donc dans ce cas-là, une entreprise, qu'est-ce qu'elle a intérêt à faire au point de vue du niveau de prix qu'elle met? Elle a intérêt à mettre des prix bas. Elle a intérêt d'être plutôt à 4 € qu'à 5, parce qu'elle gagne beaucoup plus d'argent. D'accord? C'est clair là? Ça c'est important. Donc, quand une entreprise est sur un segment de marché, par exemple, où la demande est très élastique au prix, ou parfois c'est juste un segment de marché, parfois c'est l'ensemble du marché, elle est plutôt incitée à avoir des prix bas parce que c'est ce qui lui permettra de faire plus de... Toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. Toujours pareil. Toutes choses égales par ailleurs, elle a plutôt intérêt à mettre ses prix à un niveau bas. Alors si on est dans... Donc voilà les petits chiffres pour illustrer de façon simple. Maintenant, si on passe dans un cas de demande inélastique, donc E en valeur absolue est inférieur à 1 dans ce cas-là. Donc là, j'augmente le prix de 1 à 3. Ma demande baisse, mais baisse moins que proportionnellement au prix. J'augmente mon prix fortement et en fait la demande baisse, mais elle baisse moins que proportionnellement parce que vous voyez que la pente de la droite est faible, l'élasticité de ma demande est faible. Demande peu élastique au prix, inélastique c'est peut-être pour dire, mais peu élastique au prix. Donc dans ce cas-là, le prix et la recette varient dans le même sens. Donc quand on a une demande peu élastique au prix, le prix et la recette varient dans le même sens. Et donc dans ce cas-là, l'entreprise elle a intérêt à avoir plutôt des prix élevés. Si elle veut avoir une recette. En général, elle veut avoir une recette élevée, un chiffre d'affaires élevé. Voilà, donc on va réutiliser ces notions un petit peu plus tard dans le cours. Voilà. Le petit exo simple. Donc on va voir qu'il y a des élasticités ponctuelles et qu'elles peuvent varier quand l'élasticité va varier en fonction du contexte, elle va varier même d'un prix à l'autre. C'est pour ça que les entreprises doivent étudier ça sérieusement. Mais en tendance, on peut trouver des tendances des élasticités, là sur des produits alimentaires. Donc, si je dis que le bœuf ou le porc ont une élasticité de moins 0,7 à moins 0,8, ça veut dire qu'une augmentation du prix de 1% provoque quoi, du point de vue de la demande, de la consommation de bœuf ou de porc? Une baisse, ça provoque une baisse de la consommation de 0,7%. Alors, vous voyez que en alimentaire, c'est relativement inélastique au prix. C'est des moins 0 quelque chose. Si vous étiez dans le loisir ou dans le service, c'est des élasticités qui vont de moins 1 à moins 3. Donc c'est beaucoup plus élastique au prix dans le loisir ou dans le service. L'habillement, c'est moins 1,4 en moyenne. Donc là aussi, c'est très élastique au prix. Tout ce qui est vêtements, etc. D'ailleurs, les industries de l'habillement le sentent bien.
Et en moyenne, les biens de consommation, donc y compris biens durables, c'est moins 1,76%. Donc vous voyez que en fait, les biens alimentaires sont particulièrement inélastiques au prix. C'est parce que c'est un bien de base. Hein. C'est parce que ça exprime le fait que, bon, il faut toujours qu'on mange un minimum. Hein. Donc, quel que soit le prix, on va quand même en acheter un peu, quoi, parce qu'on est obligé de... On peut se passer de loisirs, on peut se passer de services, d'ordinateur ou de renouveler sa garde-robe, mais manger, là, c'est plus difficile. Hein. C'est pour ça que c'est relativement inélastique. Alors, pourquoi les gens ne payent pas? Malgré ça, les entreprises paient. Parce qu'entre le consommateur et il y a un acteur qui s'appelle la grande distribution. Un acteur qui s'appelle la grande distribution et qui est extrêmement puissant. Et il y a plusieurs enseignes de grande distribution et elles sont très concurrentes entre elles. Et là, le choix de l'enseigne de grande distribution par le consommateur, là il est élastique au prix. Là, il y a une grande... Donc, c'est plutôt ça qui fait que les prix alimentaires sont bas. Et oui, Nespresso, ses prix ne sont pas si bas que ça. Il a trouvé des segments où la demande est inélastique au prix. Donc c'est ça aussi. Hein. Chercher une niche de marché, c'est aussi chercher un segment où la demande est inélastique au prix. Alors, l'élasticité va varier beaucoup donc, en fonction du contexte concurrentiel, hein, des offres concurrentielles qu'il y a. Hein. S'il n'y a pas d'alternative à votre achat, vous allez prendre le prix tel qu'il est, vous serez moins... En fonction de la publicité aussi, une bonne publicité, beaucoup de publicité. La publicité, c'est vraiment un conditionnement, quoi. Hein. Ça marche très bien. Ça augmente à court terme les ventes de 20% en général quand elles font de la pub télévisée. Ça marche terriblement bien. Ça nous influence même sans qu'on s'en rende compte. C'est terrible parce que ça prend énormément du budget des produits de grande consommation. Hein. Par exemple, les produits alimentaires, il y a une énorme partie de la valeur qui va à payer les services marketing, les agences de com, les agences marketing et aussi les équipes marketing. Et ce budget-là, il ne va pas acheter des matières premières de qualité. Hein. C'est un vrai problème, moi je trouve, en biens de consommation, et notamment en agroalimentaire, l'importance des dépenses marketing, et c'est lié au fait que le consommateur est très sensible à la publicité. Et on va voir que même à court terme, d'un intervalle de prix à l'autre, l'élasticité va pouvoir changer. Alors justement, voilà un exemple. Donc ça, c'est fait par c'est une étude de prix sur l'huile Isio 4. C'est assez ancien, hein, mais c'est ça, c'est bien comme ça, c'est pas grave de le montrer. C'est une étude de prix sur l'huile Isio 4 qui a été faite il y a très longtemps par une agence d'études marketing avec justement la méthode des analyses conjointes. Ils ont fait choisir les consommateurs entre plusieurs huiles avec plusieurs prix, avec des formats différents et aussi des marques bien sûr et différents types d'huile. Et donc le prix de l'huile était ici à 1,85 € le litre. Et ici, vous avez, ça c'est les ventes en fait. Donc en fait, c'est en part de marché, c'est en pourcentage. Mais en fait, on peut considérer que c'est les ventes. Donc ce chiffre-là, c'est les ventes. Et ici, c'est l'élasticité que vous avez en dessous. L'élasticité, donc vous voyez qu'elle peut, suivant qu'on change, si on est entre 1,55 et 1,45, l'élasticité au prix est 0,8. Par contre, si vous êtes entre 1,85 et 1,75, l'électricité est de 2,9. Vous voyez, ça change énormément. Et donc ici, vous avez les ventes. Et ici, on ne voit pas bien, c'est des histogrammes. Donc en fait, ça, c'est la recette. C'est les ventes multipliées par le prix. Donc là, vous avez les recettes. Donc le chiffre d'affaires que l'entreprise fait à chaque fois. Donc ça vous permet... Donc ça, c'était une analyse conjointe qui était faite avec 20 écrans de choix sur les huiles et 300 consommateurs. Donc ça, on peut le faire même sur Internet, hein, où on le fait avec des enquêteurs qui se baladent avec leur... Et là, vous voyez qu'est-ce qu'ils ont intérêt à faire sur leur huile pour augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, ils sont là, hein, ils sont à 81,85 €. Ça, c'est la recette. Hein. Donc, ça, c'est là, vous avez les ventes. Donc, effectivement, quand le prix baisse, les ventes augmentent. Quand le prix augmente, le prix baisse. Mais il ne baisse pas toujours au même rythme, il n'augmente pas toujours au même rythme. Et là, vous avez donc la multiplication entre les ventes et le prix. Donc, ça, c'est la recette. Donc, c'est des histogrammes. En fait, vous les voyez mal, mais c'est des histogrammes qui arrivent ici.
Donc, où est-ce qu'ils ont la recette maximum? À 1,55. Voilà, en fait, ils ont intérêt, ce qu'on voit là, c'est qu'ils ont intérêt à baisser leur prix. Ils gagneront plus d'argent s'ils baissent leur prix. Alors, au moins le baisser de 10 centimes d'euros, si ce n'est le baisser de 30 centimes d'euros. Vous voyez qu'ils gagnent quand même significativement plus quand ils le baissent. Et donc ici, ce qui est marqué ici, c'est les fuites de... C'est les clients qui s'en vont. Donc là, en passant d'ici à là, donc en augmentant le prix de 1,55 à 1,65, ils perdent 9% des clients. Et quand ils sont passés de 1,75 à 1,95, ils ont perdu 17% des clients. Donc vous voyez, ça c'est fait avec de l'analyse conjointe, donc la méthodologie qu'on a vue tout à l'heure. Et ça permet, c'est assez puissant, hein, ça permet, sans un coût trop élevé, d'étudier de façon assez rigoureuse le bon positionnement prix d'un produit. Ça marche bien, c'est très utilisé. Ça, vous le trouverez si jamais vous travaillez un jour dans des agences d'études marketing. Hein, ils utilisent beaucoup ça. Alors ça, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi. On peut faire des tests de prix sur Internet, par exemple. Sur Internet, c'est assez facile de changer de prix et de voir combien on a d'acheteurs suivant le prix qu'on met. Et donc, on peut voir la part de marché à chaque fois et calculer l'élasticité. Et ça peut se faire aussi dans un magasin fictif. Hein, on se met dans une rue, on loue une boutique et puis on transporte cette boutique, on met des linéaires en magasin fictif. On donne à des gens qui passent, ou alors on sélectionne, mais on peut aussi donner à des passants qui viennent. On leur donne une certaine somme d'argent, puis on leur donne une liste de courses en général. Et dans cette liste de courses, il y a le produit qu'on veut étudier. Et sur le linéaire, on peut avoir mis le produit, par exemple, avec différents packaging, pour tester un packaging. On peut avoir mis à différents prix. On peut le mettre avec différents environnements concurrentiels aussi, différents types de produits concurrents autour. Et on voit comment le consommateur alloue la somme qu'on lui a donnée à ses achats. Et puis, à la fin, on peut le débriefer, on peut lui demander, là, pourquoi vous ne l'avez pas acheté, ce produit-là? Vous ne l'avez pas vu? L'autre vous a paru plus intéressant, il était trop cher, etc. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui peut se faire. Les tests de prix donc, peuvent se faire sur Internet. Là, c'est bien parce que c'est beaucoup moins cher. Ça peut se faire aussi, ce que font les boîtes, c'est que là, c'est quand le produit est quand même très, très fixé, très à la fin, parce que c'est assez cher. Il faut le mettre dans certains magasins d'une zone donnée. On appelle ça un scannel. On va le mettre dans des vrais super et hypermarchés et on va regarder ce qui se passe. Et on peut même tester de la pub comme ça. On fait passer de la pub sur le RFR3 régional qui va toucher les gens de cette région-là. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on produise à échelle industrielle dans ce cas-là et dans la qualité sanitaire qui sera celle du produit final. Hein, donc ça demande ça teste aussi toute la chaîne industrielle et toute la chaîne logistique. Hein, parce que là, c'est l'essai en vraie grandeur pour tout le monde. Et on peut, généralement, c'est 3 mois, on peut tester un produit à plusieurs prix. Par exemple, pendant 3 mois, on enregistre les ventes et on voit... On peut comme ça voir ce qui est le plus efficace. Alors ce qu'il y a, c'est qu'en général, ils le font tous dans une zone qui est autour de Sens, parce que c'est censé être une zone où la population est à peu près représentative de la population française. Donc si vous voulez savoir quels produits sont dans les starting blocks, les nouveaux produits qui vont sortir, vous allez regarder sur les linéaires de cette région-là et vous allez repérer tous les nouveaux produits qui vont sortir bientôt. Donc évidemment, ils vont tous voir dans leur catégorie de produits quels vont être les prochains. Donc il y a un problème de confidentialité. Donc il faut être, en fait, ils le font quand ils sont vraiment bien sûrs du produit. Alors ça, c'est des données historiques. Ça, c'est l'enregistrement aux caisses du supermarché. Donc on peut savoir, on enregistre les caisses et là-dessus, comme vous avez ça et les produits. Alors évidemment, ce que les ce genre de données, les hyper et les supermarchés, les font payer aux fabricants. On ne les donne pas gratuitement. Mais ça permet d'élaborer la courbe de demande de son produit en fonction du prix. De façon... Alors on va voir maintenant les stratégies de prix. On va voir 2 stratégies principales, 3
stratégie principale de prix. Alors, il y a d'abord la stratégie d'écrémage. On met le prix à un prix cher. Donc, on met le produit à un prix élevé. Et là, donc, on espère capter tous les gens qui ont du pouvoir d'achat et qui ont très envie de ce produit nouveau. Donc, en général, par exemple, pour les tablettes, pour les envois tablettes, les CSP++ peuvent avoir payé assez cher un produit parce qu'il est le dernier qui vient de sortir. Donc, ils payent cher parce qu'ils auront le produit high-tech dont tout le monde parle, etc. Alors, quand est-ce qu'on peut choisir cette stratégie-là? Pardon? Quand on a une marque forte, oui, effectivement. Quand on a une marque forte, pourquoi? Oui, c'est vrai. Donc, il faut que il vaut mieux que le produit ait une belle image qui justifie le prix élevé. Donc, effectivement, une marque forte qui a une image de performance ou de luxe oui. Quand on a des capacités de production faibles, c'est vrai. Ça peut, effectivement. Donc, on sait qu'on ne pourra pas bénéficier d'économies d'échelle. Quand on est nouveau, qu'on ne va pas avoir des économies d'expérience, un effet de courbe d'expérience, de courbe d'apprentissage fort aussi, parce qu'on est nouveau sur le marché. C'est souvent le cas quand on est sur une technologie nouvelle. En fait, souvent, quand on ne connaît pas bien ses coûts. Si vous faites un produit pour la première fois, souvent, vous n'avez pas encore optimisé. Vous savez, quand on fait un produit, on optimise les lignes de production. C'est-à-dire qu'au départ, on fabrique bien et de qualité. Mais pendant des mois, on va améliorer la manière de le fabriquer. Et donc, on va avoir moins de... On va faire en sorte... On va étudier comment dépenser moins d'énergie pour le fabriquer, comment avoir moins de pertes, comment le faire toujours des produits de très bonne qualité, comment avoir moins de pertes en matière aussi, en matières premières, etc., moins de pertes en énergie. Donc, on va améliorer, ce qui fait qu'un produit, en fait, au bout de 3 mois sur une ligne de fabrication, en fait, on le fait avec un coût bien moindre qu'au début. Ça. Il y a des optimisations, ce qu'on appelle l'optimisation industrielle. C'est pour ça, d'ailleurs, que les usines voient arriver d'un mauvais œil de nouveaux produits, parce qu'ils savent qu'il va falloir qu'ils recommencent à mettre au point la ligne de production et que c'est tout un travail. Donc, au départ, quand vous avez une innovation très nouvelle, très radicale, très high-tech, souvent, vous avez une incertitude sur vos coûts. Vous ne savez pas trop si vous allez... Et donc, il vaut mieux, dans ce cas-là, mettre cher, parce que vous aurez un peu de marge quand même. Même si votre coût s'avère élevé, il vous restera un peu de marge. Donc, c'est favorable, effectivement, s'il y a de l'incertitude sur les coûts de production, ce qui est souvent le cas dans des innovations très fortes, des innovations très radicales, des innovations technologiques fortes. Et du point de vue de l'élasticité de la demande, de l'élasticité justement, il vaut mieux qu'elle soit comment, mon élasticité de la demande par rapport au prix. Il faut que la demande soit inélastique au prix. Donc il faut avoir trouvé soit un segment de marché particulier, les CSP++, qui ont des bons revenus, donc des gens qui ont des bons revenus. Donc je vise ce segment-là, donc je sais qu'ils ont une demande assez inélastique au prix, donc ça va. Soit effectivement des marques fortes. Avoir des marques fortes, ça veut dire que les consommateurs vont accepter plus facilement de les payer cher, donc c'est une forme d'inélasticité de la demande au prix. C'est favorable aussi, alors, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est les concurrents. Parce que le problème, là, c'est que comme vous êtes cher, s'il y a des concurrents qui peuvent arriver facilement, qui peuvent vous imiter facilement, eux, ils vont arriver et c'est plus facile de descendre en gamme que de monter en gamme. Donc, ils vont plutôt proposer un produit un peu moindre en qualité, un peu moins performant, un peu moins bien conçu, mais moins cher. Donc, c'est toujours plus facile de faire moins cher et de moins de qualité que de faire meilleur. Après, si l'entreprise reste sur le côté qualité, tout ça, oui, ça peut la protéger. Mais voilà, c'est pas mal d'avoir des marques, c'est pas mal d'avoir des brevets, si c'est de la technologie, si vous êtes protégé par des brevets. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être favorables à cette stratégie. Si vous êtes protégé par un savoir-faire excellent, que vous savez garder secret et que les autres vont avoir du mal à avoir, si vous êtes protégé par des marques, si vous êtes protégé par des brevets, ou si vous êtes protégé par de l'exclusivité avec un fournisseur d'un composant particulier, d'un ingrédient particulier, c'est Ferrero avec les noisettes, quoi. Il s'est approprié toutes les noisettes qui ont un goût particulier, qui donnent un goût particulier au Nutella.
c'est lui qui est propriétaire de la variété, et dans ce cas-là, ça fait une barrière. Donc si vous avez de l'exclusivité, en général, souvent les grands groupes peuvent créer des contrats d'exclusivité avec un fournisseur pour un équipement qui leur permet de faire le produit, ou pour un composant, ou pour un ingrédient. Alors, c'est relativement peu risqué parce que vous avez tout de suite des marges élevées. Donc, vous gagnez tout de suite du cash flow. Alors, vous n'allez peut-être pas devenir conquérir le monde entier parce que vous êtes un peu cher, mais au moins, vous gagnez de l'argent. Si vous êtes une start-up, ça porte. Voilà, un premier cash flow. Alors, évidemment, bon, la publicité, si vous faites beaucoup de pubs, les ventes vont augmenter plus vite que si vous n'en faites pas. Mais la publicité va vous manger de la marge, c'est sûr aussi. Alors, une stratégie de pénétration, par contre, là, on met les prix à un niveau bas, on a une marge unitaire faible, et on va espérer que la demande augmente. Mais au début, vous mettez les prix bas, vous ne savez pas. Donc, en fait, c'est une stratégie nettement plus risquée, parce que vous espérez la croissance de la demande, parce que vous pourrez être rentable avec une marge unitaire faible, vous ne pourrez être rentable que si vous avez du volume. Le volume, vous pouvez espérer qu'il arrive, mais au début, il n'est pas là. Donc, c'est une stratégie qui, au début, peut-être vous allez être en perte. Vous pouvez être en perte au début. Alors, du point de vue de mon élasticité de la demande, c'est à choisir dans quel cas. Il faut que la demande soit élastique au prix, ou qu'au moins vous ayez trouvé des segments de marché où la demande est très élastique au prix. Il vaut mieux aussi que les coûts soient élastiques au volume, on va dire, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des effets d'expérience et des effets d'économie d'échelle. Que ce soit un type de produit où il y a des effets d'économie d'échelle et des effets d'expérience. Il faut que vous-même vous fassiez vite des progrès dans la production pour apprendre à réduire les coûts, qu'on optimise très vite les coûts. Donc il faut avoir, en fait, avoir du courage, avoir une vision à long terme, croire à son produit et décider, je vais prendre le marché, je vais prendre tout le marché, et je vais prendre une avance telle, avec mes économies d'échelle, avec mes effets d'expérience, je vais tellement progresser, je vais tellement arriver à réduire mes coûts, que les concurrents, eh ben, je vais les laisser sur place. Ils n'oseront même pas venir. Pardon ? Toutes les LDD, elles font ça ? Oui, c'est ça, toutes les marques de distributeurs. Oui, c'est ça. Mais les marques de distributeurs, elles n'ont pas le coût des marques. C'est ça qui fait qu'elles sont moins chères. Et elles sont en général fabriquées, parfois par les grands groupes qui se concurrencent eux-mêmes, parce qu'ils ont des grandes usines, et que donc ils sont obligés de les faire tourner, parce que sinon c'est des coûts fixes qui peuvent les mettre en perte. Donc en fait, les grands groupes se concurrencent eux-mêmes en faisant des MDD, parce qu'ils n'ont pas anticipé. Ils ont fait des usines trop grandes, et donc ils sont obligés de faire tourner à plein leur ligne de production. Sinon. Et parfois, c'est exactement le même produit. Ou alors parfois, c'est la présentation du produit qui diffère. Et parfois, les cahiers des charges des distributeurs sont tellement rigoureux que parfois, ils font presque plus attention à la qualité sur la MDD que sur la RNA. Donc, en fait, c'est un vrai problème. Ça. Et c'est aussi des PME, des PME, des entreprises moyennes qui n'ont pas tellement le moyen de faire d'entretenir une marque, de faire la publicité pour créer, entretenir une marque. Donc, pour des petites entreprises, la MDD, ça peut être un très bon créneau. Mais bon, aucune indépendance, ils sont vraiment sous la coupe du distributeur. C'est des conditions de management d'entreprise qui sont un peu rudes. Quoi. Donc, dès qu'elles peuvent créer une marge, ça leur donne un peu d'indépendance, quoi. Un lien direct avec le consommateur. Bon, là, je me suis un peu éloignée de la stratégie de pénétration. Ça dépend aussi du produit. Ça dépend aussi par exemple, si un produit un peu bas de gamme, façon de dire, vaut mieux le mettre pas cher que... Oui, bien sûr. Ça dépend de la qualité du produit. Voilà, s'il y a de la qualité. Non, c'est sûr. Si on fait un produit low cost, on va construire un business model. Mais en général, le produit low cost, en fait, c'est tout un business model qui est construit pour réduire les coûts. Et c'est assez particulier. Là, on parle plutôt d'une stratégie de volume avec la prise de risque qui est que le volume augmente. Soit on arrive à faire monter rapidement le volume et donc là, on gagnera de l'argent, soit on n'y arrive pas et à ce moment-là, on risque d'être, même de faire faillite, quoi, parce que... Et au début c'est l'incertitude. Donc là, c'est pour les gens qui n'ont pas trop d'aversion au risque, qui croient en leurs produits.
Donc, budget élevé, pénétration rapide, oui, on a intérêt. Budget faible, si on peut faire de la publicité, on a largement intérêt à faire un budget élevé, quitte à accroître un peu ses pertes pour avoir rapidement un gros marché plutôt que d'y aller doucement. Alors, qu'en général, ce qui se passe pour ceux qui font une stratégie d'écrémage, c'est qu'une fois qu'on a fait une stratégie d'écrémage, eh bien, ensuite, on va faire une stratégie de pénétration. C'est-à-dire que souvent, vous voyez, par exemple, les produits type portable, smartphone, type tablette, ordinateur. Au début, les premiers qui sortent, ils sont très chers. Et puis, en fait, assez vite derrière, une fois qu'ils ont justement écrémé le marché de tous ceux qui voulaient le produit de dernière sortie, qui étaient prêts à payer extrêmement cher, ils vont réduire progressivement les prix, ce qui leur permettra de conquérir d'autres segments de marché. Et comme ils auront amorti une grande partie de leurs coûts fixes avec les premiers clients qui payent cher, ils pourront plus facilement, pouvoir baisser le prix et aller vers d'autres segments de marché qui n'ont pas le pouvoir d'achat pour acheter le produit trop cher. Donc voilà, alors après des stratégies de prix, il y en a. Il peut y en avoir là, c'est sur les produits, il y a des stratégies de prix différenciées, suivant, vous voyez bien les achats sur Internet, suivant le moment où vous achetez, le prix va être différent, en fonction des capacités, des disponibilités restantes. Sur Internet maintenant, si la SNCF, il lui reste des sièges, elle va pouvoir baisser les prix, et puis par contre au début, loin du voyage, là les prix sont élevés, et quand on verra qu'il reste, ou les compagnies d'aviation, quand on voit qu'il reste des sièges, là, on brade les prix, parce qu'il vaut mieux avoir des gens qui payent même un petit peu que de ne pas en avoir du tout, quoi.